Bonjour à tous, nous sommes le 30 novembre 2025 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Avant de commencer, le site-rep à proprement parler. Je vous rappelle qu'International Reporters est une agence indépendante, nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous aider à continuer notre travail, il est très important de nous soutenir. Vous pouvez le faire via la plateforme Boosty, via un don ponctuel ou mensuel du montant de votre choix, ou via la plateforme Hypoliink, via un don ponctuel du montant de votre choix, ou l'achat d'une de nos photos. Je rappelle aussi que mes deux romans et les calendriers Russie et Donbass 2026 sont en vente sur la plateforme lulu.com. Tous les liens sont sur ma chaîne Telegram personnelle. Je ferai un post aujourd'hui avec tous les différents liens. Comme ça, si vous voulez offrir un calendrier ou un livre comme cadeau de Noël ou du Nouvel An, vous saurez où les trouver. Je rappelle aussi que l'essentiel des contenus que nous publions le sont pour beaucoup exclusivement sur Telegram. Si vous voulez être sûr de ne rien rater, abonnez-vous, c'est gratuit et comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. On va passer bien sûr aux nouvelles de la semaine. Avant de passer à la carte militaire, deux nouvelles très importantes concernant l'actualité de ce conflit. La première, c'est que l'autre nuit, l'armée ukrainienne a attaqué à l'aide de drones navals deux pétroliers appartenant à ce qu'ils appellent la flotte fantôme russe dans la mer Noire, dans la zone économique exclusive de la Turquie, qui a pas trop apprécié. Là, l'un des deux pétrolier est en cours de remorquage. La Turquie a dit vous êtes bien gentil, mais allez faire ça ailleurs parce que vous avez risqué de nous provoquer une marée noire. Vous avez risqué de tuer l'équipage. Et de provoquer en plus une catastrophe économique. Donc non, vous êtes gentil, pas chez nous. Et en prime, ils ont aussi attaqué avec ce même genre de drone le terminal KTK, alors c'est le terminal qui permet le transbordement du pétrole de la Caspienne, c'est-à-dire qui vient entre autres du Kazakhstan, pour ensuite être transporté par bateau vers les pays destinataires. Malheureusement, le terminal KTK a été détruit à telle enseigne qu'il est inutilisable. Donc là, le Kazakhstan a protesté en disant vous êtes bien gentil, mais moi je suis pas j'ai pas à être mêlé à vos affaires, quoi. Donc vous allez arrêter vos conneries. Ceci est inacceptable. C'est un attentat terroriste, ça s'appelle pas autrement. Donc c'est bien l'Ukraine en tentant de s'aborder les négociations et en train de se foutre à dos, et le Kazakhstan et la Turquie. Ils sont bien, il n'y a pas de problème. Autre information importante, c'est donc comme je vous le dis régulièrement, j'utilise beaucoup les données de la chaîne Shepot-Fronta qui compte les nécrologies des soldats ukrainiens. Alors comme je dis toujours, ça permet d'avoir un chiffre qui est certes à minima, mais qui permet au moins, d'avoir une base sûre. C'est-à-dire que ça, c'est un chiffre 100% vérifié, vous êtes sûr de pas vous retrouver avec des estimations farfelues, bidons, calculées au doigt mouillé. Voilà, et bien aujourd'hui, la chaîne Shepot-Fronta a atteint la barre des 700 000 soldats ukrainiens morts. Voilà, 700 000 soldats ukrainiens morts. Comme je dis, c'est un chiffre à minima. Pourquoi ? Parce que vous avez tous les corps qui n'ont toujours pas été récupérés par l'armée ukrainienne. Vous avez à ça, il faut ajouter tous ceux qui ont été enterrés dans des fosses communes à la va-vite, comme ce qu'on avait vu à Izium à une époque, plus tous ceux qui ont été enterrés sans être identifiés. Donc tout ça, forcément, ça fait un peu beaucoup de monde. Mais comme je vous dis, au moins, avec 700 000, vous êtes sûr, en tout cas de ce chiffre-là, vous pouvez en être sûr à 100%, c'est le chiffre minimum en dessous duquel c'est pas possible, en fait, tout simplement. C'est vraiment la base de la base. Donc 700 000, c'est le chiffre à minima des morts au sein des soldats ukrainiens depuis le début de l'opération militaire spéciale. Voilà, ça fait quand même beaucoup.
Tout ça pour avoir refusé de signer le traité de paix à Istanbul en 2022. Est-ce que ça en valait la peine? Je laisse les Ukrainiens répondre. On va passer à la carte militaire. Le moment que vous attendez tous. On commence donc la carte générale. Alors, on va commencer ici, au nord, dans la région de Kharkov. Où vous voyez qu'après avoir donc libéré la quasi-totalité de Volchansk, qui est là, il ne reste plus qu'ici, ce groupe de rues ici. Mais l'armée russe commence déjà à progresser ici, au sud de Volchansk. Ils sont entrés, il y a des combats là à Liman et ici à Vilcha. Voilà, donc tout ça, ça progresse. Ça progresse. Petit à petit, mais ça progresse. Ensuite, si on descend, Kupiansk, je vous avais dit, de toute façon, c'était totalement plié. Là, vous voyez, donc il y a toujours cette poche pour l'instant là. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vous avais dit la semaine dernière qu'il y avait des progrès là, ici au sud. Eh bien, ça se poursuit. Puisque l'armée russe a avancé ici, à l'ouest de Borodskaya Andreevka. Donc on voit que y a une espèce de pince qui est en train de se former là pour prendre Boguslavka ici, Antonaï. Alors là, avec le réservoir derrière, les soldats ukrainiens qui sont là, ils ont intérêt à partir s'ils veulent pas se retrouver complètement coincés. Alors si on continue à descendre, alors on voit que donc ici on a Krasny Liman. Ici, vous vous souvenez, on avait pris Arechnoye. Ici, déjà, toute cette zone-là vient de passer sous contrôle de l'armée russe cette semaine. Donc là, le front se développe. Et je pense qu'il va y avoir peut-être un contournement là, par le nord. Il y a eu des progrès aussi ici, près de Dibrovka. Cette zone-là a été prise par l'armée russe. Donc là, on commence à avancer sérieusement. Et là, l'armée russe est rentrée littéralement dans le sud de Seversk. Ça y est, l'armée russe a pénétré la ville de Seversk par le sud. Vous voyez, toutes ces rues-là sont déjà passées sous contrôle russe. Et elle est aussi présente là, déjà en périphérie, au nord-est. Donc là, ça commence à sentir mauvais pour la garnison ukrainienne à Seversk. Ça commence à sentir très mauvais. Autre zone, donc là au sud de Seversk, qui avance, qui n'avait pas bougé du tout depuis très longtemps. L'armée russe a libéré Pazeno, alias Petrovskoye, qui est ici, et Vasyukovka, qui est ici. Donc là, on voit, il y a à la fois une pénétration ici à Seversk, et une avance là, ici. Ici, là, ce que vous voyez là, c'est Kramatorsk. Là, c'est Slaviansk. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de bouger là dans le secteur de Seversk. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt très bon signe. Alors, Konstantinovka, ça progresse aussi. Après la prise d'Ivanopolie dont je vous ai parlé la semaine dernière, l'armée russe est rentrée dans Konstantinovka jusqu'au dépôt ferroviaire. Donc, ça avance. On est en train d'avancer là. Là, pour l'instant, c'est la zone où se déroulent les combats, près de la gare de Konstantinovka. Mais ça avance. Donc ça sent très mauvais pour l'armée ukrainienne. Alors, si on continue un petit peu à l'ouest... l'armée russe progresse ici à Charkovo. Vous voyez, c'est en train de se refermer, là, cette petite poche qui s'était formée. Donc là, on est en train de prendre le contrôle des routes, en fait, dont l'armée russe va avoir besoin pour reprendre ici Kucherov Yar et Zolotoy Kolodiets, où on avait progressé lors de la percée. Mais c'est vrai que sans l'accès aux routes nécessaires, c'était un petit peu compliqué de tenir. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'ici, vous le voyez, le chaudron autour de Mirnograd est désormais totalement fermé. Et la poche de Mirnograd continue de se réduire comme peau de chagrin.
l'armée russe progresse ici dans le nord-est, vous voyez, on continue d'avancer là. Et surtout au sud de Mirnograd, toute cette zone-là a été prise, ici aussi, le long de la route, depuis Rovnaye. Donc, vous voyez, la poche qui est encore sous contrôle des forces armées ukrainiennes, elle commence à bien se réduire. Et là, ils ont plus de points de sortie, c'est terminé. Donc, la meilleure option pour eux, c'est de se rendre. L'armée russe a continué d'avancer aussi à l'ouest de Pokrovsk, qui sont rentrés dans Grishino, qui est ici. Donc Grishino qui est là, et les premières rues, vous voyez, sont ici. Donc ça y est, l'armée russe est entrée dans Grishino. Et elle a aussi un peu progressé ici au nord de Kotlino. Voilà, donc on continue d'étendre la zone qui est sous contrôle. Et alors là où ça avance bien, hein, bien, c'est bien entendu en région de Zaporozhye, où là la catastrophe est en train de se dérouler pour l'armée ukrainienne, puisque ça y est, l'armée russe est entrée dans Gouliaï-Polye. Les combats ont déjà lieu dans la ville, vous voyez toute cette zone-là, c'est déjà de la zone grise, c'est-à-dire c'est de la zone de combat en cours, mais une partie déjà de Gouliaï-Polye est déjà sous contrôle de l'armée russe, qui avait libéré cette semaine Zatychié ici, puis avait avancé, et puis a fini par rentrer dans Gouliaï-Polye. Il y a des combats aussi en cours pour Dobropolye ici, donc finir de couper complètement cette route là qui est au nord et qui dessert Gouliaï-Polye. Donc là, ça aussi, ça se passe pas bien du tout pour l'armée ukrainienne. Gouliaï-Polye, je pense, d'ici quelques semaines, peut-être la fin de l'année, sera très certainement soit totalement libérée, soit en tout cas en grande partie libérée par l'armée russe. Et enfin, si on poursuit ici, l'armée russe continue de progresser ici à Primorskoye, c'est lent, mais il y a une petite progression ici, à cet endroit-là. Donc voilà, l'armée russe continue de progresser un peu partout. Alors pour ceux qui me demandaient, en fait, pour la République populaire de Donetsk, il ne reste plus que 22% du territoire de la République à libérer. On est à peu près sur les mêmes chiffres pour les régions de Zaporozhye et de Kherson. C'est à peu près les mêmes. Donc voilà, quelle est la situation. C'est clair que là, Mirnograd, je pense d'ici la fin de l'année, ça sera terminé. Beaucoup de soldats ukrainiens se rendent dans cette zone-là, dans la zone de Konstantinovka aussi, dans la zone de Kupiansk. Les combats sont toujours très rudes, pour ceux qui se plaignent de la lenteur. La Russie mène principalement une guerre d'attrition, c'est-à-dire le but principal c'est de démilitariser l'Ukraine, peu importe ce que veulent les Européens, avec une armée ukrainienne qui pourrait monter à 800 000 hommes, enfin du grand délire. Donc là, de toute façon, le nombre de soldats ukrainiens est en train d'être réduit par l'armée russe, de facto. Surtout, le but, c'est une démilitarisation donc de l'Ukraine, donc destruction du matériel et réduction du nombre de soldats jusqu'au moment où, en fait, il n'y en a plus assez pour protéger une zone du front, et puis dans ce cas-là, on commence à avancer sur cette zone-là, quoi qu'en disent les pro-ukrainiens qui s'imaginent déjà à Vladivostok. Voilà. Donc voilà quelle est la situation. Je vous retrouve la semaine prochaine, vendredi à 20h heure de Paris, pour le prochain Direct Here Stream, et dimanche prochain pour le prochain rapport hebdomadaire de situation. Et d'ici là, portez-vous bien.